Bonjour à tous, je suis Dr Charmillon Alexandre, infectiologue au CHU de Nancy et un des coordinateurs du réseau AntiBioS, qui est le réseau régional de bon usage des antibiotiques, avec le docteur Gontier, que je laisse se présenter. Ouais, donc docteur Damien Gontier, moi je suis médecin généraliste et moi également coordonnateur donc du centre régional anti-BES. Alors, on nous a proposé de vous parler des antibiotiques et de l'antibiorésistance, et donc pourquoi est-ce qu'il faut avoir un usage raisonné des antibiotiques. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, donc je remercie l'association France Polyarthrite de nous avoir faire ce moment de partage avec vous. Pour commencer, qu'est-ce qu'un antibiotique? Donc un antibiotique, c'est un médicament qui va agir sur la bactérie, sur une bactérie, et c'est uniquement sur prescription médicale, comme vous le savez. Les antibiotiques, ça va agir sur les bactéries qui vous rendent malade, mais ça va aussi également avoir une action sur des bactéries en fait qui sont présentes dans votre corps et dont vous avez besoin pour fonctionner. Donc ça marche que sur les bactéries, c'est complètement inefficace s'il s'agit d'une infection virale. Il faut savoir que dans notre corps, on a beaucoup plus de bactéries que de cellules, donc c'est vraiment énorme. On a plus de 8 milliards de bactéries en plus que du nombre de cellules qui nous composent. Et l'ensemble de ces bactéries-là, c'est ce qui forme notre microbiote. On entend de plus en plus parler à l'heure actuelle. Donc vous voyez qu'il y en a un peu partout. On a un microbiote pulmonaire, un microbiote génital, urinaire et surtout digestif dont on parle beaucoup. Et ce microbiote, il va nous permettre plusieurs choses. La digestion des aliments, l'absorption des nutriments, synthétiser des vitamines. Et il va aussi nous aider à nous protéger contre des infections en aidant notre système immunitaire. Et on va voir que toute antibiothérapie, on a vu que ça allait agir sur les bactéries, celles qu'on veut cibler, mais aussi ça va toucher les autres bactéries qui composent notre microbiote. Donc sur ce schéma-là, vous voyez en violet, vous avez les bactéries multirésistantes et à gauche de l'écran, les bactéries qui sont normales dans votre flore digestive. Si on clique encore, on voit sur le gauche de l'écran un microbiote normal. Vous voyez que c'est assez riche et hétérogène, il y a plein de bactéries différentes. Quand on va mettre l'antibiotique, le premier trait rouge là, ce qui va se passer, c'est que toutes les bactéries, il y a une bonne partie, celles qui vont être sensibles, elles vont disparaître, elles sont détruites par l'antibiotique, il va rester celles qui sont résistantes à l'antibiotique. Et elles vont avoir plus de place pour se multiplier dans votre intestin. Et quand vous allez, c'est moi qui fais ça? Quand vous allez arrêter votre traitement antibiotique, vous voyez qu'il ne va pas se recomposer de la même façon. Les bactéries, elles vont mettre du temps à revenir et elles ne seront pas aussi nombreuses et hétérogènes qu'au débur. Donc, ça peut mettre du temps. Donc, en fait, un antibiotique, même si on le prend que quelques jours, ça va avoir des conséquences sur les jours qui suivent, voire plusieurs mois, voire encore plus longtemps en fonction des situations. Donc, ça a des conséquences de prendre un antibiotique. Ça peut avoir des effets secondaires, vous l'avez probablement tous expérimenté. Où on peut avoir souvent de la diarrhée, ça peut même donner parfois des infections à une bactérie, on dit infection à Clostridium difficile, suite à la dérégulation du microbiote. On peut faire des allergies, on peut avoir des réactions à type coup de soleil, parce que c'est photosensibilisant certains, ça peut donner des confusions, enfin, pas mal d'effets secondaires quand même, dont on se passerait bien. Et l'autre grand point, c'est que ça peut sélectionner des bactéries résistantes à l'antibiotique que vous avez. Et ces bactéries résistantes, on peut les porter transitoirement, parfois on peut se coloniser avec, c'est-à-dire les garder plus longtemps, et ça peut être embêtant si on fait une infection avec ça. Les antibiotiques, c'est juste ce qu'il faut et quand il faut. Donc, pourquoi est-ce qu'il faut préserver les antibiotiques? Voilà, on sait qu'en 2050, on estime qu'il y aura 10 millions de morts liés à l'antibiorésistance. Et donc, ce petit garçon qui peut faire une otite en 2050, possible qu'il décède de cette otite liée à des bactéries qui seront résistantes aux antibiotiques qu'on utilise en pratique courante. Diapo. Donc voilà, 10 millions de morts, c'est plus que le nombre de morts de cancer dans le monde à l'heure actuelle. Actuellement, c'est à peu près 8 millions.
Diapo suivante, on estime qu'on est à 1,27 million de décès par an dans le monde en 2019 qui sont liés à des bactéries multirésistantes. Donc vous voyez que c'est énorme, c'est plus que les infections par le paludisme, c'est quasiment autant d'infections liées à la tuberculose. Et pour vous donner un ordre d'idée, le Covid, là, sur les premières années, c'était à peu près 3 millions de morts par an, alors qu'on a tout arrêté pour ça et mis en place, quoi. Il faut savoir que ça touche préférentiellement, ça touche aussi bien les enfants que les adultes, mais les enfants meurent plus parce qu'ils ont une santé souvent plus fragile en bas âge. Diapo. Donc l'OMS a dit déjà depuis 2014 que si on faisait rien, ce serait un problème majeur de santé publique dans les années à venir. Et sur la diapo, et qu'on pouvait revenir à une ère pré-antibiotique, c'est-à-dire de mourir d'une maladie qui nécessite normalement simplement des antibiotiques et dont on guérit facilement à l'heure actuelle. En France, pour donner un ordre d'idée, on est à peu près à 125 000 cas d'infection liés à des bactéries multirésistantes et en 2015, on n'a pas de chiffre plus récent, c'est à peu près 5 500 morts en France liées à une infection liée à une bactérie résistante aux antibiotiques. Donc, on sait qu'il y a un lien entre consommation d'antibiotiques et résistance. Vous voyez que là, c'est les consommations d'antibiotiques en Europe. Si vous cherchez la France, diapo, on voit qu'on est 4e plus gros prescripteur d'antibiotiques en Europe, derrière la Grèce avec Chypre et la Roumanie. Donc, là, ce que je trouve intéressant sur cette diapositive, c'est que vous voyez que j'ai encadré les Pays-Bas et l'Autriche qui consomment peu d'antibiotiques, alors même qu'ils ont des climats qui sont à peu près similaires aux nôtres. Et nous, vous voyez, si on est en rouge, là, on est dans les premiers. Donc, il n'y a pas de raison qu'on arrive à prescrire moins d'antibiotiques. Probablement qu'on prescrit beaucoup trop d'antibiotiques pour des indications qui n'en sont pas, comme des infections virales où on sait que ça ne va pas marcher. Donc en ville, si on regarde au niveau des régions, la région Grand Est fait partie des régions qui consomment beaucoup d'antibiotiques. Et à l'hôpital, c'est pareil. On consomme beaucoup trop d'antibiotiques. Là, ici, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un lien entre consommation d'antibiotiques et résistance. On voit que la France, en haut à droite, donc on a dit qu'elle consommait beaucoup d'antibiotiques. Et en bas à gauche, c'est les Pays-Bas, les Allemands qui consomment pas beaucoup. Et en gros, en bas à gauche, c'est le taux de résistance aux pneumocoques, donc qui peuvent donner les pneumonies ou des otites. Et à droite, en haut, c'est 40% de résistance des pneumocoques à la pénicilline en France, alors que les Hollandais, ils en ont quasiment pas. Ça, c'est pour vous dire que ça touche toutes les classes d'âge. C'est les consommations d'antibiotiques en France. Il y a eu une chute importante en 2020. Ça, vous l'aurez deviné, c'est lié à la Covid, où il y a eu un confinement, on avait tous les masques, donc forcément on transmet moins les bactéries et aussi moins les virus qui vont parfois donner lieu à des prescriptions d'antibiotiques erronées. Et vous voyez que là, chez les enfants de 0 à 4 ans, ça a bien remonté. Donc on peut s'améliorer. Il faut qu'on atteigne l'objectif d'être en dessous de 650 prescriptions pour 1000 habitants. Pour l'instant, on est encore loin, sauf pour les 5-14 ans où l'objectif est atteint. Le problème, comme vous le voyez, c'est qu'on a des nouveaux antibiotiques, mais il y a vite de la résistance qui apparaît. On ne va pas reprendre toute la frise, mais vous voyez que découverte de la pénicilline en 1928, 1940, première résistance, découverte de la médecine en 1959, 1961, première résistance, etc., etc. On sait qu'en fait, les bactéries, elles ont toujours eu des résistances aux antibiotiques, mais plus on expose aux antibiotiques, plus la résistance arrive vite. Donc il y a des conséquences à l'échelle individuelle et collective. Donc qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, afin de protéger les antibiotiques pour qu'ils restent efficaces quand vous en aurez vraiment besoin? Donc les moyens de lutte, on va voir sur la diapo d'après, qu'il y a plusieurs axes. Il y a le bon usage des antibiotiques, l'hygiène des mains, et puis les mesures d'hygiène et la vaccination. Donc Damien va vous parler des mesures de bon usage des antibiotiques qu'on peut mettre en place. Merci Alexandre. Donc en effet, la première action qu'on peut mettre en place pour lutter contre le développement d'antibiorésistance, c'est mieux prescrire les antibiotiques pour des indications qu'ils ne nécessitent. Et donc ça, c'est là tout l'enjeu, c'est à la fois le rôle du prescripteur, qui doit être en capacité de prendre une décision au plus juste
et donc d'avoir une capacité à prescrire un antibiotique lorsque c'est une infection bactérienne et ne pas prescrire l'antibiotique sur une infection virale, comme vous l'a dit Alexandre Charmignon. Les antibiotiques ne fonctionnent pas sur les virus. Et donc il y a à la fois sur la décision de donner un traitement quand il le faut, et ensuite il y a un choix important sur le type d'antibiotique, puisque l'on sait que il y a des antibiotiques qui sont plus à risque de développement de résistance bactérienne et d'autres moins, et donc il faut plutôt privilégier des antibiotiques qui ne créent pas ou créent le moins possible de résistance bactérienne. Et donc ça, c'est juste pour vous montrer que, vous voyez, presque la moitié des prescriptions d'antibiotiques sont dites inappropriées ou inutiles, et que 50% des autres sont appropriées. Donc il y a une marge de progression qui est importante. Alors, la prescription d'antibiotiques, en tout cas, c'est une pratique très compliquée lorsque en médecine générale et ailleurs, puisqu'on rencontre en fait souvent des croyances, à la fois des croyances des médecins sur la toute-puissance des traitements antibiotiques de temps en temps, et puis des croyances des patients qui ont aussi euh, qui sont basées sur cette efficacité des antibiotiques sur, on va dire, des maladies ou des symptômes qui ne sont pas liés à une bactérie. C'était pour déconstruire un tout petit peu ces croyances, et notamment sur le fait que, par exemple, toute fièvre ne justifie pas un traitement antibiotique, puisque elle peut être liée à un virus, et que la fièvre, en soi, est une réaction normale de l'organisme à la présence d'un pathogène. Le fait d'augmenter la température corporelle permet de, de lutter contre l'infection. Donc le fait d'avoir une fièvre ne nécessite pas tout le temps un antibiotique. Ce qui nécessite un traitement antibiotique, c'est si la fièvre est liée à une infection bactérienne, comme une angine bactérienne ou une pneumonie bactérienne. L'autre croyance, c'est que on peut des fois retrouver la présence de bactéries dans un prélèvement. Et ça, notamment, on le rencontre très souvent dans des infections, enfin, dans des prélèvements urinaires. Et on peut rencontrer, notamment dans des examens d'urine, la présence d'une bactérie, mais cette bactérie en soi n'est pas responsable d'infection. Et on parle plutôt de colonisation. Et comme l'a dit tout à l'heure Alexandre, en fait, il y a des bactéries de façon normale dans notre organisme. Et c'est pas parce qu'on en rencontre une dans les urines qu'elle est responsable d'une infection et qu'elle nécessite un traitement. On parle juste de colonisation. Donc là, on a décidé de prendre un peu des cas un peu pratiques pour montrer peut-être dans quelles circonstances on peut prescrire des antibiotiques. Donc là, par exemple, la question j'ai mal à la gorge, j'ai des difficultés pour avaler, que dois-je faire? Et là, je vais voir mon médecin pour qu'il me prescrive des antibiotiques. Est-ce que c'est le bon comportement à adopter? Eh ben non, puisque en fait, le mal de gorge en soi, il est dans la majorité des cas d'origine virale, ou des fois même non infectieuse. Ça peut être une irritation liée à plein de choses, à un reflux gastro-œsophagien, à un excès d'utilisation de sa voix. Et dans une minorité des cas, ça peut être une angine d'origine bactérienne, mais c'est pas le plus fréquent. Donc, si c'est une angine, si c'est viral, pas besoin d'antibiotiques. Est-ce que je dois faire un test pour le différencier? Eh ben oui, je pense que ça, vous le connaissez peut-être. Mais lorsque l'on rencontre un patient qui présente une angine, donc une angine, c'est une augmentation de taille des amygdales et une infection des amygdales, on fait un TROD, qui est un test rapide. Cet examen, on fait un prélèvement sur les amygdales avec un coton-tige, un grand coton-tige, et au bout de 5 minutes, grâce à des réactifs, on peut savoir si cette angine est liée à une bactérie, notamment à ce qu'on appelle un streptocoque, ou une angine liée à un virus. Et si ce test montre deux traits, c'est une bactérie et il y a une nécessité de mettre des antibiotiques. Si c'est un trait, c'est négatif, il n'y a pas besoin d'antibiotiques. Donc ça, c'était une campagne de Santé publique France pour dire qu'en effet, sur les angines, les antibiotiques ne sont pas systématiques, puisque dans la majorité des cas, ce sont des angines virales, et notamment chez les enfants, dire que chez les enfants de moins de 3 ans, les angines sont toujours virales, et donc il n'y a jamais besoin d'antibiotiques. Et que chez les adultes, s'il y a besoin d'antibiotiques, il faut faire ce test pour le confirmer. Alors, en fait, le test rapide pour une angine, il est disponible chez tous les médecins généralistes, puisque nous, en tant que généralistes, on peut gratuitement commander auprès de la sécurité sociale des tests
Et donc, si, je ne sais pas, vous présentez une angine et que votre médecin généraliste ne fait pas de TROD, vous pouvez l'interroger sur la raison de l'absence de test, puisqu'en fait, voilà, ce test est gratuit, le dispositif est livré gratuitement aux généralistes, et puis aussi, vous avez la possibilité maintenant de le faire chez un pharmacien formé, avec une ordonnance. En fait, le médecin généraliste peut vous donner une ordonnance d'antibiotiques en fonction du résultat de ce test réalisé par votre pharmacien. Et donc, on a bien vu, la prescription d'antibiotiques, c'est une rencontre entre un médecin et un patient. Donc, on peut agir sur le médecin pour favoriser, enfin, améliorer ses prescriptions. Mais c'est aussi, il y a souvent des prescriptions d'antibiotiques qui sont le résultat d'une demande par le patient d'un traitement, notamment du fait que les patients, les personnes pensent que les antibiotiques sont le traitement le plus adapté pour traiter des infections multiples et variées. Donc le rôle de l'usager, il est dans cette demande, et puis il est aussi également dans l'observance du traitement, à la fois sur la dose et la durée, puisqu'on sait que utiliser peut-être un traitement plus long ou à des doses plus importantes sont aussi des facteurs de développement de la résistance. Donc, on va dire quelles sont les bonnes pratiques pour un patient lorsqu'il y a devant une pathologie infectieuse ou sur un questionnement autour d'un antibiotique, c'est que le patient ne doit pas insister pour se faire prescrire un antibiotique si le médecin le juge inutile. Je dirais même plus, c'est-à-dire que je pense que votre demande elle est légitime parce que vous avez envie de soigner un symptôme et de vous sentir mieux, mais je pense que il faut aussi peut-être faire preuve de compréhension face à un médecin qui est persuadé que vous n'en avez pas besoin. Il faut le croire. Il peut aussi utiliser, comme on l'a vu tout à l'heure, des tests pour vous montrer que c'est pas bactérien, et que le fait de ne pas vous presser un antibiotique n'est pas dangereux pour votre santé. Alors certes, peut-être que ça va pas soulager vos symptômes immédiatement, mais ce n'est pas dangereux, vous n'avez pas compliqué une infection virale. Donc ça, c'est des outils qui sont aussi à notre disposition en tant que généraliste, qui sont des ordonnances de non-prescription. Et ça, on peut les donner, on peut prescrire en fait, au lieu de prescrire un antibiotique, mais on peut prescrire l'absence d'antibiotique, pardon, peut être notée sur cette ordonnance. Et en plus, cette ordonnance, ce qui est intéressant, c'est que ça vous donne des informations sur l'évolution des symptômes, qu'est-ce qu'on peut faire pour soulager une toux, soulager un nez qui coule. Est-ce que c'est normal que je tousse pendant 3 semaines après une grippe ou une bronchite? Donc voilà, ça c'est des documents d'information et aussi permettre aux médecins généralistes de vous rassurer et de vous informer concrètement. Donc là, vous voyez les différentes pathologies les plus fréquentes qu'on rencontre en médecine générale et qui sont souvent les sources de prescription d'antibiotiques de façon inappropriée, qui sont les rhinopharyngites, qui sont des infections virales, la grippe qui est une infection virale, l'angine virale, la bronchite qui est virale et l'otite aiguë qui est également souvent virale chez l'adulte. Donc vous avez dû voir aussi cette campagne de communication de Santé publique France et de l'assurance maladie, notamment au mois de novembre, puisque il y a une semaine du bon usage des antibiotiques et de lutte contre l'antibiorésistance au mois de novembre. Et cette campagne, vous avez dû entendre ça à la radio et puis peut-être chez votre médecin. Vous avez pu voir ces affiches qui sont des affiches de sensibilisation des patients et des médecins sur l'usage des antibiotiques, sur l'angine, sur la grippe et la bronchite. Donc ensuite, quelles sont les bonnes pratiques pour le patient? C'est de respecter les doses prescrites et les horaires indiqués pour une bonne efficacité du traitement, de prendre la totalité du traitement prescrit, d'éviter l'automédication. Ça, c'est toujours pareil, la prise d'un antibiotique nécessite un avis médical, et même s'il vous reste des antibiotiques dans votre pharmacie familiale, il ne faut jamais les prendre sans avoir vu un médecin. Voilà, donc ne pas utiliser le reste d'un traitement, ne pas prendre des antibiotiques prescrits à quelqu'un d'autre, et de ne pas donner ses propres restes d'antibiotiques à quelqu'un d'autre. Et puis s'il vous reste en fait des antibiotiques, plutôt les rendre au pharmacien, puisque c'est le rôle du pharmacien de récupérer le reste d'antibiotiques que vous n'avez pas utilisé. On voulait juste vous alerter aussi passer un message sur les allergies, notamment aux antibiotiques. Ces allergies existent, mais il existe également souvent des fausses
fausses allergies, on va dire, si on peut dire ça comme ça, mais souvent à tort, dans l'enfance notamment. Il y a eu, par exemple, une éruption de la peau suite à la prise d'antibiotiques et on a affirmé à tort une allergie à la pénicilline notamment. Et donc, notre message, c'était surtout, lorsqu'on parle d'une allergie à la pénicilline, ça se documente, c'est-à-dire qu'il faut faire des tests allergologiques pour savoir vraiment si vous êtes allergique à tel ou tel antibiotique et qui contre-indique formellement leur utilisation. Donc, oui, c'est souvent des infections virales d'ailleurs, et donc dans les infections virales dans l'enfance, il y a souvent des éruptions, et donc qui surviennent au bout de quelques jours, et d'où cette étiquette d'allergie aux antibiotiques, qui est inappropriée. Donc, allez chez l'allergologue pour vous faire désétiqueter, ou au moins pour savoir si vous êtes vraiment allergique ou pas. Donc, pour ce qui est des moyens de lutter contre l'antibiorésistance, il y a aussi tout ce qui est lutter contre la transmission. Donc, comment ça se propage? Donc, les modes de transmission, c'est soit par le contact, soit par les gouttelettes, quand on va tousser, quand on va parler, quand on va éternuer. Ça peut aller jusqu'à 50 km/h, des projections de gouttelettes lors d'éternuements. Ça peut passer quand on se frotte les yeux, quand on met les doigts à la bouche, quand on va avoir des plaies. C'est par là que ça va rentrer. Et après, on peut le transmettre à notre entourage, des gens qui sont plus ou moins fragilisés, immunodéprimés notamment, ou aux personnes âgées, aux bébés qui vont pouvoir accueillir ces bactéries et ces virus, voire ces champignons ou parasites, et donc tomber malade par rapport à ça. Donc, où est-ce qu'ils sont où sont ces bactéries? Ça peut être dans l'environnement, dans l'alimentation, dans l'eau qu'on va boire. Au niveau des animaux, ça peut être beaucoup de choses. Et puis par où est-ce que ça sort? Ça sort par les voies naturelles, hein. Donc ça peut être en général soit les voies dans les selles, soit au niveau de la peau. On a des bactéries, on l'a vu. Donc si on a des plaies, on peut s'infecter comme ça. L'objectif, c'est de casser cette chaîne de l'infection. Et pour ça, on voit que les fameux gestes barrières que tout le monde a découvert en 2019 en France, c'est bien se laver les mains, tousser dans son coude. On voit que là, dans cette enquête-là, 33% des Français déclaraient tousser ou éternuer dans leur coude. Vous voyez, ça peut aller jusqu'à 6 mètres. Donc 6 mètres, c'est super loin. Vous pouvez toucher des gens. Donc si on tousse dans son coude, parce que si on tousse dans sa main et qu'on serre la main après à quelqu'un, on transmet une bactérie. Mais même en dehors de serrer la main, si on va toucher après les éléments autour de nous, on peut contaminer l'environnement avec les bactéries ou les virus, hein, l'entourage, et puis le transmettre à d'autres. Donc bien se laver les mains. Et puis quelque chose qui n'est pas fréquent, mais qui est beaucoup plus fréquent en Asie, et j'espère qu'avec le Covid, on va quand même garder un petit peu ce réflexe. Si on est malade, de porter un masque, enfin si on tousse, en tout cas si on a un rhume ou si on tousse, de mettre un masque le temps que ça aille mieux pour éviter de contaminer son entourage. Donc un point sur la vaccination, qui est un autre moyen de lutte contre le mauvais usage des antibiotiques. Pourquoi? Parce que ça va nous protéger contre les infections bactériennes, donc ça on peut comprendre, si on évite une infection bactérienne, on évite de prescrire un antibiotique, mais aussi contre les infections virales, comme la grippe, et quand on évite une grippe, on évite par exemple un médecin qui, chez un patient chez qui il a un peu peur, il va mettre des antibiotiques parce qu'il est pas trop sûr ou il veut éviter la surinfection éventuelle, et alors que c'est pas justifié parce que c'est un virus, et donc on va avoir une prescription. Donc si vous êtes vacciné, ça peut éviter cette infection. Donc l'objectif du vaccin, c'est de reproduire la première rencontre avec la maladie pour que votre corps, quand il va vraiment rencontrer la maladie, il ait déjà des anticorps et puisse réagir rapidement face à cette agression. Ce qui est très important sur la vaccination, c'est de pouvoir regarder vous-même dans votre carnet de vaccination, votre carnet de santé, et de faire le point avec votre médecin traitant ou médecin spécialiste qui vous suit sur la mise à jour de vos vaccinations, avec alors notamment les vaccinations on va dire importantes, qui se font chaque année, c'est la grippe et la Covid. Il y a aussi des vaccinations sur antipneumococcique, notamment chez des personnes à risque qui ont des pathologies chroniques, des insuffisances cardiaques, des diabètes, des insuffisances respiratoires, et aussi tous les patients qui sont immunodéprimés, à la fois liés à des traitements ou non. Et puis toutes les vaccinations que l'on fait tous les 20 ans maintenant sur la diphtérie, le tétanos, polio, coqueluche,
Voilà, toutes ces vaccinations qui permettent d'éviter des infections virales et bactériennes et donc diminuent le risque de prescription d'antibiotiques. Sur la vaccination aussi, chez les personnes immunodéprimées, ce qui est important, c'est la vaccination de l'entourage. Donc l'entourage, en gros ceux qui vivent sur le même toit ou avec qui vous êtes en contact très, très fréquent, c'est important qu'ils soient vaccinés pour éviter que si tombe malade, qu'ils vous transmettent cette maladie-là. Donc c'est vaccination grippe aussi, Covid. Et puis pour le DTP, alors c'est pas trop transmissible, mais c'est juste pour revenir sur le DTP. Si vous êtes sous immunosuppresseur, c'est tous les 10, ça reste tous les 10 ans pour ces patients-là. Donc pour conclure cette présentation, avant de passer à vos questions, on est tous concernés par ce problème d'antibiorésistance et par le bon usage des antibiotiques. Donc si on veut faire en sorte qu'ils restent efficaces, il faut qu'on soit vigilant et qu'on en prenne que quand il le faut vraiment. Donc en tant que patient ou usager, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on soit immunodéprimé ou pas? C'est vérifier qu'on est bien un jour de ses vaccinations et tous les ans, voilà, refaire sa vaccination antigrippale. C'est même maintenant recommandé chez les enfants pour éviter qu'ils contaminent les personnes les plus à risque. De bien respecter les gestes barrières, donc l'hygiène des mains, pour pas transmettre les virus un peu partout dans l'environnement ou à son entourage. Respecter la distanciation physique s'il y a besoin, si c'est une maladie orale. Mettre un masque en cas d'infection type rhume ou de bronchite. Et puis, de ne pas mettre d'antibiotiques si c'est une infection virale. Donc ça, c'est le rôle de votre médecin, parce que ça guérira pas plus vite. Vous aurez peut-être l'impression, parce que ce qui se passe en pratique, c'est que vous avez une infection virale. Au bout de 2-3 jours, ça va pas mieux. Docteur, j'ai besoin d'antibiotiques. Le docteur, il vous met des antibiotiques. Et une fois qu'il vous met les antibiotiques, au bout de 2-3 jours, ça va mieux. Mais en fait, ça fait finalement 6 jours que ça évolue. Et c'est l'évolution naturelle de la maladie qui guérit au bout d'une petite semaine. Donc vous croyez que c'est les antibiotiques, mais en fait, vous n'en auriez pas eu. Ça aurait guéri tout aussi vite sans antibiotiques. Donc ça, c'est le cas pour les rhumes, les bronchites, la grippe, le Covid, la majorité des otites, la majorité des angines aussi. Et en tout cas, si vous allez chez le médecin pour une angine, comme vous l'a dit Damien, il faut absolument qu'il doit vous faire ce test rapide diagnostic au niveau de la gorge. Ça prend 5 minutes. Et s'il n'en a plus ou s'il n'a pas le temps, il peut vous faire une ordonnance si besoin. Vous allez chez le pharmacien, vous faites le test. Si c'est positif pour une bactérie, là vous aurez des antibiotiques. Si c'est négatif, vous saurez que vous pouvez juste prendre du paracétamol ou des antalgiques pour éviter que ça soit trop douloureux le temps que ça passe. Mais il n'y a pas que vous preniez des antibiotiques ou pas, à ce moment-là, ça ne servira strictement à rien, à part à vous donner des effets secondaires et à sélectionner un peu plus de résistance. En revanche, si vous décidez de vous mettre sous antibiotiques pour une raison ou une autre, respectez bien la posologie, respectez bien la durée de traitement aussi, même si ça va mieux, parce que souvent les patients, quand ça va mieux, ils arrêtent. Donc finalement, au lieu de prendre 7 jours pour une infection cutanée ou 6 jours pour une angine, ils vont arrêter au bout de 3 jours. Et là, ça risque de revenir, ou ça risque de revenir en plus avec des bactéries un peu plus résistantes qu'avant, parce que le traitement n'a pas été continué jusqu'au bout. Donc prenez bien jusqu'au bout si on vous dit de les prendre. Étiqueté allergique aux antibiotiques, prenez dès maintenant un rendez-vous chez l'allergologue, même si le délai c'est dans 1 an, c'est pas grave, au moins si un jour vous avez besoin, on saura ce qu'on peut vous donner ou pas vous donner. Puis n'hésitez pas à transmettre ces messages-là autour de vous. Voilà ce qu'on avait à vous dire. Ça ne répond pas à toutes les questions qui nous ont été posées, mais on est prêt à y répondre maintenant. Merci. On a parlé des TROD, hein. Vous nous avez dit que c'était un test rapide d'orientation pour savoir si c'était viral ou bactérien. Et dans le cas où la personne ne veut pas aller voir le médecin, parce qu'elle se dit si c'est viral, j'ai pas besoin d'aller voir un médecin. Si elle va à la pharmacie, c'est un acte, c'est payant. En fait, elle peut aller à la pharmacie directement pour faire le TROD. Après, est-ce que c'est remboursé par la sécurité sociale? Je crois que oui. Hein, ouais, tout à fait. C'est pas payant. Hein. Le TROD angine n'est pas payant, même s'il est réalisé par le pharmacien.
Après, le pharmacien, le pharmacien qui est, alors, c'est pas tous les pharmaciens pour l'instant. Tout le monde peut le faire, mais ça nécessite qu'ils aient fait une petite formation, comme la réalisation du TROD, ce qui paraît logique. Mais le pharmacien, avant, il va poser quelques questions. Est-ce qu'il y a de la fièvre? Est-ce que vous avez est-ce qu'il y a des ganglions? Quel est le mal de gorge? Est-ce que vous avez une toux? Et en fonction de l'âge, tout ça, il y a un score. On rentre pas dans le détail ici parce que c'est pas intéressant pour les usagers, mais il y a un score pour dire effectivement, là, il y a une indication à faire un test, ou non, il n'y a pas d'indication à faire un test parce que ça ressemble pas à une angine ce que vous avez. C'est plutôt une laryngite ou c'est plutôt quelque chose d'autre en fait. Mais voilà, il y a quelques questions pour orienter sur. Oui, là, il faut faire un test parce que ça peut être une angine bactérienne. Et là, il fait le test et il vous répond virus ou bactérie. En fait, sur le TROD angine, il y a 3 parcours, en fait. Il y a un parcours directement chez le pharmacien, comme le disait Alexandre, avec un espèce de questionnaire à respecter, un examen de la gorge et la réalisation du TROD. Et en fonction du résultat, le réadressage chez le médecin traitant s'il y a besoin d'antibiotiques. Ensuite, il y a on va dire, le médecin, vous allez voir votre médecin généraliste, il n'a pas le temps de faire de TROD où il n'y en a plus, il vous adresse chez le pharmacien pour faire le TROD et avec une prescription antibiotique en fonction du résultat. Voilà, après, vous avez votre médecin généraliste qui fait le TROD. Voilà, il y a à peu près trois parcours pour cet examen. D'accord. Tout à l'heure, on a parlé vous l'avez évoqué, le microbiote. Il est clairement établi que ça a un lien aussi avec l'antibiorésistance. Est-ce que ça a un lien aussi avec l'alimentation? Comme on a essayé de le dire là, le microbiote, on se rend compte que c'est très important, hein. Comme j'ai dit, il y en a plusieurs. Celui dont on parle le plus, c'est le microbiote digestif. Et on l'a vu, en fait, le lien, c'est que le microbiote, c'est des milliards de bactéries. Quand vous mettez un antibiotique, ça va pas tuer juste la bactérie que vous ciblez, par exemple un streptocoque A dans une angine. Et ça va pas juste tuer celle-là, ça va tuer celle-là et puis toutes celles qui sont aussi sensibles à l'amoxicilline, par exemple. Et donc, ça va déséquilibrer votre microbiote intestinal, ce qui peut donner des symptômes. Par exemple, ça peut donner de la diarrhée. Puis ça va aussi, si ça tue toutes celles qui sont sensibles, c'est-à-dire que toutes celles qui ne sont pas sensibles, elles vont avoir un peu plus de place pour être dans votre intestin. Et la nature a horreur du vide, donc elles vont se multiplier, et puis donc vous allez avoir une multiplication de bactéries résistantes à l'amoxicilline qui vont être de façon plus importante dans votre tube digestif. Et donc ça veut dire que possiblement, si par la suite vous faites une autre infection, vous pouvez vous infecter avec cette bactérie résistante à l'antibiotique. Delphine, vous avez des questions? Alors oui, j'avais une question. C'est si on est antibiorésistant, est-ce que il y a un risque d'hérédité? L'antibiorésistance, c'est pas héréditaire, mais voilà. Là, ce qu'on n'a pas abordé ici, c'est que quand vous avez une bactérie multirésistante, quand vous êtes porteur d'une bactérie multirésistante au niveau digestif, au niveau des selles, effectivement, ça peut être transmis à votre entourage, parce que voilà, c'est dans les selles, on a des milliards de bactéries, donc on s'est éliminé aux toilettes, mais si on se lave pas bien les mains en sortant des toilettes, on peut aller contaminer l'environnement, et donc l'entourage peut se coloniser lui aussi avec cette bactérie multirésistante. Mais il n'y a pas d'hérédité du tout. Un enfant qui est né, il est porteur que de bactéries naturelles. D'accord. C'est pour ça que, si je peux me permettre de rajouter, l'antibiorésistance, c'est un problème à la fois, ça peut avoir un impact individuel sur peut-être le développement de bactéries résistantes à l'individu, mais à une échelle aussi collective, puisqu'il y a la transmission, en tout cas, le risque de transmission de bactéries résistantes à d'autres. Et donc, c'est des fois, ce concept-là est très, est peu présent, en tout cas, probablement dans les représentations et les connaissances des patients. Alors, vous avez parlé de choses extraordinaires, du TROD et de l'ordonnance de non-prescription. Honnêtement, c'est des choses qu'on ne voit jamais ou rarement, quoi. À 99%, ça ne nous est pas proposé. Et je veux dire, à 95%, l'ordonnance de non-prescription ne nous est pas proposée non plus.
Alors le TROD, en effet, la réalisation du TROD sur une angine et l'utilisation d'outils comme l'ordonnance de non-prescription, c'est des choses qui sont... il y a une campagne de communication pour essayer de convaincre les médecins généralistes et les autres médecins d'utiliser à la fois le TROD et les ordonnances de non-prescription, voilà, comme vraiment un outil de non-prescription. Enfin, voilà, c'est vraiment... on va dire, l'ordonnance de non-prescription n'est pas quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire que si le médecin généraliste a d'autres moyens, d'autres outils, d'autres habitudes pour expliquer à ses patients pourquoi il ne prescrit pas d'antibiotiques, bah, il n'est pas obligé d'utiliser l'ordonnance de non-prescription. Mais par exemple, s'il a du mal à ne pas prescrire d'antibiotiques, eh ben, ça peut lui être un outil pour pouvoir convaincre, rassurer ses patients de ne pas prescrire. Mais c'est pas une obligation. Mais on sait très bien que cette ordonnance de non-prescription, elle n'est pas utilisée de façon majoritaire chez les généralistes ou les autres médecins. Le TROD, le TROD, je ne sais plus les chiffres, je ne sais pas si tu as des chiffres récents d'utilisation des TROD en médecine générale. Je crois que c'était aux alentours de 30% peut-être, quelque chose comme ça. Je crois que c'était 30% en 2014 et que ça a augmenté Ouais. ces derniers temps. Ça peut changer certaines pratiques. Hein. Enfin, sur le traitement de l'angine, il y a beaucoup de médecins qui pensent qu'ils ont une capacité à diagnostiquer une angine bactérienne simplement sur leurs compétences cliniques, si je peux dire ça comme ça, sur le fait qu'ils soient convaincus que ce soit une angine bactérienne ou virale et qu'ils n'ont pas besoin de tests pour affirmer ou soit le réfuter. Bon, toutes les études montrent que c'est plutôt faux. L'impression clinique du médecin ne suffit pas pour diagnostiquer une angine bactérienne. Après, je pense que c'est aussi l'objectif de notre diapositive, c'est-à-dire que si les gens sont informés, les patients sont informés qu'il y a des TROD lorsqu'on a une angine, peut-être qu'ils peuvent convaincre, discuter avec leur médecin de l'utilité d'utiliser ce test. Et que si moi, par exemple, je me retrouve devant un patient qui me dit bah, vous faites pas un TROD angine, docteur, pour savoir si c'est bactérien ou viral, après, il faut convaincre les gens qui sont bien informés qu'il n'y a pas d'intérêt à l'utiliser. Donc voilà, c'est toujours une décision partagée, hein, la médecine entre un patient et un médecin. Donc si les gens sont aussi les patients sont mieux informés de l'importance de ce test, peut-être que ça peut aussi convaincre les médecins un peu réticents de l'utiliser. Et ça peut être aussi aider le médecin aussi à expliquer aux patients immunodéprimés que un antibiotique n'est pas en systématique, parce que nous on a on nous met dans la tête sans arrêt si vous êtes immunodéprimé avec la biothérapie, si vous commencez à avoir de la fièvre, si vous commencez à être infecté, vite il faut aller voir le médecin pour vous mettre sous antibiotiques. C'est encore ce qu'on en entend énormément chez les rhumatologues. Moi, je pense que le message, vous l'avez dit, c'est-à-dire quand vous êtes immunodéprimé et vous avez de la fièvre, vite, il faut aller voir le médecin. Et la phrase, elle doit s'arrêter là. Après, le médecin, il décide ou pas s'il vous met sous antibiotiques. Mais c'est pas, j'ai de la fièvre, je vous mets sous antibiotiques. Effectivement, quand on est immunodéprimé, on a plus de risques de faire des infections. Mais il faut savoir si c'est une infection virale, une infection bactérienne. Si vous faites une angine, bah, il faut faire un test, et le test, que vous soyez immunodéprimé ou pas, il va répondre à la question. D'accord? Après, si vous faites une grippe, la grippe chez immunodéprimé, ça peut être grave, mais que je vous mette des antibiotiques ou pas, vous n'allez pas guérir plus vite. D'accord? Donc, ça, effectivement, il faut consulter, il faut que vous ayez un examen médical parce que faut pas perdre de temps s'il y a une infection qui nécessite une antibiothérapie, mais ça c'est à la discrétion du médecin. Et c'est pas entre guillemets, je pense que ce qu'il faudrait éviter de faire, si c'est le cas, c'est de dire voilà, moi on m'a dit quand j'ai de la fièvre on met sous antibiotique, parce que là, votre médecin, il va avoir un peu, entre guillemets, cette pression-là, et il y a des études qui ont montré ça récemment que à tort ou à raison, et parfois à tort, hein, il y avait un ressenti, ça a été demandé au médecin est-ce qu'il avait ressenti une pression pour mettre des antibiotiques, il disait oui, et il a été demandé au patient est-ce que lui, il attendait des antibiotiques à l'issue de cette consultation, finalement lui, il disait non. Donc, vous voyez, parfois on a des fausses croyances, hein, même en tant que médecin aussi. Donc voilà, si en plus
le patient vient, bon, moi, quand j'ai des antibiotiques, quand j'ai de la fièvre, c'est antibiotiques systématiques. Non, quand j'ai de la fièvre, c'est consultation systématique, et après, on voit. Alors, une autre question aussi. Donc, la question, c'était y a-t-il plus de maladies nosocomiales dues à l'antibiorésistance? Antibiorésistance et maladie nosocomiale, ça n'a pas de lien direct. C'est-à-dire que c'est pas l'antibiorésistance qui est une maladie nosocomiale, mais quand on a une maladie nosocomiale, enfin une infection nosocomiale, là, on est plus à risque qu'elle soit avec une bactérie résistante parce qu'il y a il y a quand même plus de résistance aux antibiotiques à l'hôpital qu'en ville. Mais c'est pas que l'antibiorésistance, c'est malheureusement pas que à l'hôpital. Donc voilà, quand on fait une infection nosocomiale, eh ben on utilise souvent en probabiliste le temps de savoir ce que c'est, les antibiotiques qui sont un peu plus larges pour cibler ces bactéries qui ont des résistances, parce que le risque est plus élevé que si vous faites une infection en ville, d'avoir une bactérie comme ça. Alors, après, une autre question, c'est quels sont les autres thérapeutiques que les antibiotiques? Est-ce qu'il y a des possibilités avec des plantes ou de l'homéopathie par rapport à qui aurait la même efficacité qu'un antibiotique? Sur des infections bactériennes, vous voulez dire, c'est ça? Sur des infections bactériennes, c'est pour des infections bactériennes qui nécessiteraient une antibiothérapie. Pour des infections virales, sur la même efficacité, c'est que ça va pas marcher. Et pour une infection bactérienne, là, il y a, par les antibiotiques, en pratique courante, par les antibiotiques, il n'y a pas grand-chose. Pour les cystites à répétition, les fortes doses de canneberge, ça peut marcher. Mais bon, c'est quand même pas des données très robustes. Globalement, sinon, il n'y a pas grand-chose. Il y a d'autres choses qui sont à l'état d'expérimentation ou dans le cadre d'études. Donc peut-être c'était ce qui est tout sous-entendu dans cette question, c'est la phagothérapie, les phages, que je sais que c'est en gros des virus, alors ça complexifie un peu le message, c'est des virus qui vont aller manger des bactéries, et c'est des injections, et en France, même dans la plupart des pays, c'est dans le cadre de protocoles, c'est pour des infections qu'on n'arrive plus à traiter avec des antibiotiques, justement. Mais c'est vraiment, moi j'en ai jamais fait. C'est pour ça, je pense que ça renforce le message qu'on veut faire passer ce soir, c'est qu'en termes d'alternatives à l'antibiothérapie pour des infections bactériennes, il n'y a pas, pour l'instant, pas grand-chose, et qu'il faut vraiment préserver en fait cette thérapeutique qui est vraiment mise en danger. Tout à l'heure, Alexandre parlait d'ère post-antibiotique, enfin en tout cas, et que ça serait dramatique puisque les alternatives sont très limitées en ce moment, et même s'il y a des choses qui s'expérimentent, on est à une phase très précoce de la démarche scientifique jusqu'à temps que ça soit montré une efficacité et commercialisé. Il va y en avoir quelques années. Et donc, il faut vraiment protéger l'utilisation des antibiotiques à bon escient pour diminuer cette résistance et peut-être diminuer les résistances et ses conséquences. Et de fait, diminuer aussi les antibiotiques chez les animaux, puisque on a beau prêcher le fait de moins manger de viande ou de poisson, mais quand on en mange, on sait très bien que malheureusement, il peut y avoir des antibiotiques dans ce genre de choses, quoi. Peut-être que Damien, tu peux partager ton écran et mettre la diapo là sur le concept d'une seule santé qui est dans les annexes. Justement, ça, on sait que ça marche en fait. Quand on diminue les consommations d'antibiotiques, on diminue l'antibiorésistance. Et dans le milieu vétérinaire, on a dans le milieu vétérinaire en 2006, ils ont diminué fortement leur consommation d'antibiotiques. Alors c'est plus facile chez les animaux que chez les adultes parce que les animaux, il y avait une forte prescription d'antibiotiques à visée de croissance, donc pas parce qu'ils étaient malades. Donc ça a été fortement diminué et on voit qu'il y a eu quand même moins de résistance. Ça c'est depuis 2006. Là c'est un schéma pour vous montrer comment ça se passe. C'est-à-dire qu'avant on s'occupait surtout de la santé humaine et on faisait pas le lien entre tout. Et en fait tout est interconnecté. C'est ça le concept de One Health, une seule santé.
c'est que il y a la santé animale, la santé humaine et il y a l'environnement, d'accord? Et donc si vous regardez sur le schéma là, par exemple si tu cliques Damien, vous voyez que là chez côté vétérinaire, il y a une prise d'antibiotiques. Il va donner des antibiotiques à ces animaux et les animaux, ils vont pouvoir, ça va avoir une action sur leur microbiote. Et donc dans les selles des animaux, il peut y avoir de la résistance aux antibiotiques qui s'est développée. Ces selles, elles vont servir d'engrais et elles vont infiltrer les sols. Donc ça peut contaminer les nappes phréatiques. Et ces nappes phréatiques, après, elles se retrouvent dans les rivières où voilà, les poissons, ils peuvent après être colonisés avec ces bactéries résistantes, ou bien il peut y avoir encore parfois des antibiotiques aussi auxquels ils peuvent être exposés. Ou bien on va manger ces animaux d'élevage et bon, quand on les mange, on les cuit, donc en général il n'y a pas trop de problème, mais bon, quand on prépare la viande et qu'elle est crue et qu'ils ont eu des antibiotiques, là ça peut contaminer par exemple, ça peut être des moments où il y a une contamination de la planche à découper, des choses comme ça. On voit aussi sur le deuxième point en médecine de ville, quand on a des antibiotiques, là on l'a déjà exposé, quelles sont les conséquences, hein, c'est la médecine humaine. Si tu recliques encore Damien, encore une fois, donc à l'hôpital c'est pareil. Et après, dans le monde vétérinaire aussi, pas que dans l'élevage, au niveau domestique, après il peut y avoir des échanges. Et comme on l'a vu aussi bien en médecine humaine que dans le monde animal, quand on donne des antibiotiques, après on peut on peut transmettre ces bactéries résistantes à son entourage sans qu'il soit malade, mais ça va diffuser. Voilà. Et donc, que ce soit les animaux ou les humains, ils sont amenés à se déplacer, ils prennent l'avion, et donc ils vont ramener leurs bactéries multirésistantes dans d'autres pays, sur d'autres continents, au même titre que vous l'avez vu avec le Covid, avec les bactéries, c'est la même chose. Et pour ça qu'on a des bactéries qui étaient parfois en Inde et qui sont arrivées en France, en Europe, etc., et aux États-Unis, qui maintenant sont partout dans le monde, parfois plus prépondérantes dans certains pays que dans d'autres, mais qui ont diffusé mondialement, secondairement. Et il y a aussi tout ce qui est au niveau de l'environnement, et c'est ce que vous voyez au niveau de l'industrie, et puis aussi au niveau des hôpitaux, normalement, il y a là où c'est produit ou bien là où c'est éliminé. Et on sait que quand on fait des analyses dans les cours d'eau, on retrouve des concentrations parfois énormes d'antibiotiques parce qu'il y a un défaut d'élimination, d'épuration, des capacités à épurer cette eau qui est contaminée, notamment au niveau des hôpitaux, ou bien les eaux qui sont produites, les eaux usées là, des industries, où on peut retrouver des concentrations énormes d'antibiotiques aussi, qui vont être rejetées dans les rivières et dans la mer, et donc qui vont aller affecter les produits qu'on va consommer par la suite. Très bien. Merci. Écoutez, merci beaucoup Merci à vous. d'avoir pris du temps pour venir nous faire cet exposé. Et merci à tous et protégez-vous pour éviter de prendre des antibiotiques. Bonne soirée. Merci à vous aussi. Bonne continuation. Bonne soirée. Merci. Bonsoir. Au revoir.